Ce livre m'a complètement anéanti. Vraiment, hein, je crois que je ne m'en suis toujours pas remise. On parle bien des Misérables, de Victor Hugo. C'est une exploration vertigineuse de la mémoire, de l'oubli, et de la façon dont une seule œuvre peut littéralement ressusciter un événement que l'histoire elle-même avait enterré. Le mot qui vient, c'est... Bouleversant. Au cœur de tout ça, il y a un événement, l'insurrection parisienne de juin 1832. Et on est plongé directement au milieu du chaos. Des funérailles qui dérapent, un coup de feu, et tout Paris s'embrase. Et voilà le paradoxe. C'est ça qui est incroyable. On parle d'une bataille réelle, sanglante, qui a secoué la capitale, Pendant 2 jours, oui. et qui, quelques années plus tard, a été presque totalement oubliée, effacée. C'est un roman qui a dû la sauver de l'oubli total. C'est fou, non? L'enjeu de ce combat, ce n'était pas juste une rue à Paris. C'était une lutte contre l'usurpation de l'homme sur l'homme dans l'univers entier. Avant de devenir cette légende, cet événement, c'est donc un fantôme. Pourtant, il a une date des faits très précis. On est les 5 et 6 juin 1832. Tout part des funérailles du général Lamarque, qui était une grande figure de l'opposition. Une figure républicaine face au roi Louis-Philippe. On imagine l'ambiance, c'est une poudrière. Exactement. L'atmosphère est électrique, la foule est immense, des dizaines de milliers de personnes. C'est très tendu. Et puis, près du pont d'Austerlitz, un coup de feu éclate. Un seul. Personne ne sait d'où il vient, mais c'est l'étincelle. Et Paris bascule. En quelques heures, le centre de la ville se couvre de barricades. C'est qui ces gens qui se soulèvent? C'est une révolte très jeune. Des étudiants, des ouvriers, des républicains pour la plupart. Ils sont peu nombreux, mal organisés, mais ils partagent ce rêve d'une autre France, plus juste. Et ils se retranchent dans le labyrinthe des rues du Vieux-Paris. Mais ça ne dure pas longtemps, si j'ai bien compris. Non, l'élan est brisé presque aussitôt. Le pouvoir réagit avec une force écrasante. Le roi déploie la garde nationale, l'armée, on parle de près de 30 000 hommes. La répression est violente, brutale. En moins de 48 heures, l'insurrection est noyée dans le sang. D'accord, c'est violent, c'est marquant. Alors la question qui me brûle les lèvres, c'est comment un drame pareil a-t-il pu être oublié? Ça me paraît impossible, on n'efface pas des centaines de morts comme ça. C'est là que toute la mécanique de l'oubli se met en marche. Et c'est fascinant. D'abord, il y a le récit des vainqueurs. Le régime n'a aucun intérêt à glorifier ça. Il minimise, il présente ça comme une simple émeute, l'œuvre de quelques agitateurs, quoi. Et les vaincus, de leur côté, ne peuvent pas donner leur version, évidemment. Ils ne peuvent pas. Ils sont morts, en prison, en fuite, leurs voix sont éteintes. Donc l'événement est privé de son contre-récit, de son souffle. Très vite, on le perçoit comme un triste gâchis, un truc qu'on préfère oublier. L'actualité de l'époque a dû jouer un rôle, j'imagine. Un rôle énorme. Paris, à ce moment-là, est frappé par d'autres catastrophes. Il y a une terrible épidémie de choléra qui fait des milliers de morts, des troubles en Vendée. Ces journées de juin sont vite reléguées au second plan. Et puis le coup de grâce, si on peut dire. Le coup de grâce, c'est le temps. 16 ans plus tard, en 1848, il y a une autre révolution. Et surtout, en juin de la même année, des journées d'insurrection bien plus massives, bien plus sanglantes. Et ce nouveau drame gigantesque éclipse complètement le souvenir de 1832. La petite insurrection devient une note de bas de page de l'histoire, oubliée. Jusqu'à ce qu'un géant s'en empare, 30 ans après. Victor Hugo, il est en exil, il écrit le grand roman de sa vie et il décide de faire de cet événement fantôme le cœur de son œuvre. Et pour ça, il ne va pas, enfin, pas tout de suite se comporter en romancier. Il se comporte en historien, presque en journaliste. Oui, c'est ça qui est incroyable. On a l'impression qu'il a une carte de Paris sous les yeux. La précision est chirurgicale. Il nomme les rues, la rue de la Chanvrerie, la rue Mondétour. Il décrit l'angle qu'elle forme, le café qui sert de bastion, le Corinthe. C'est si précis qu'on pourrait presque faire un plan. Et il ne s'arrête pas là. Pour donner ce sentiment d'authenticité, il nomme les vrais régiments qui ont donné l'assaut. Le 5e régiment de ligne, la garde nationale. Pour un lecteur de l'époque, ça ancre tout de suite le récit dans le réel. Il mentionne même une personne qui a vraiment existé, non ? Oui, un certain Pépin, un épicier du quartier qui avait été accusé d'avoir fourni des munitions. En le citant, Hugo dit clairement « Ce que je vous raconte est vrai, c'est documenté, c'est de l'histoire. » On a l'impression de lire un reportage. D'accord, donc Hugo se pose en historien ultra précis. Tout sonne vrai, on est prêt à le croire, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Cette fameuse barricade, le théâtre de toute l'action, est-ce qu'elle a vraiment existé à cet endroit ? Et c'est là qu'on touche au génie d'Hugo.
À sa manipulation? La réponse est non. Il le sait parfaitement. La grande forteresse de l'insurrection de 1832, ce n'était pas là. C'était un peu plus loin, autour du cloître sans mairie. Attends, une minute. Il a tout déplacé. Après s'être donné tout ce mal pour être crédible, il invente l'emplacement du combat principal. Mais pourquoi? C'est une contradiction énorme. Parce que la vérité historique ne lui suffit pas. Il a besoin de créer une scène de théâtre, un espace qui soit à la fois réel et mythique. En déplaçant l'action, il se l'approprie. Il sort l'événement de l'histoire pour le faire entrer dans la légende. Et il y a une autre raison, plus profonde. Il veut nous montrer que l'événement lui-même est insaisissable. Pour ceux qui attaquent la barricade, elle est cachée par la fumée. C'est une masse opaque. Et pour ceux qui y survivent, c'est encore pire. Le souvenir est un songe, un brouillard. Hugo fait dire cette phrase incroyable à un survivant, sorti d'une barricade, on ne sait plus ce qu'on y a vu. On ne se souvient plus. Ah ouais, d'accord, donc si l'événement historique est une trace effacée, même pour ceux qui l'ont vécu, il faut le réinventer pour lui donner un sens. Précisément. Et c'est pour ça que sa barricade n'est plus un simple fait historique. Elle devient d'un symbole, un organisme vivant. Il ne la décrit pas comme un tas de pavés. Il la décrit comme un monstre, fait de misère, de douleur, d'iniquité, de grief, de désespoir. C'est une créature qui respire. L'image est incroyable. Elle est construite avec les débris de la vie des pauvres. Il y a cet omnibus couché sur le flanc, des futailles vides, un matelas jeté d'une fenêtre, qui arrêtera les balles. C'est le chaos de la misère qui s'organise. Et elle est toujours inachevée. Il écrit qu'elle est sans cesse exaucée. Elle grandit, elle s'élève vers le ciel, elle connecte le monde d'en bas, les caves, les égouts et un au-delà. C'est le cœur battant, à la fois matériel et spirituel, de cette insurrection réinventée. Et sur cette scène mi-réelle, mi-légendaire, deux destins titanesques vont entrer en collision. C'est le duel qui traverse tout le roman. Jean Valjean contre Javert. D'un côté Jean Valjean, l'ancien forçat, condamné pour avoir volé un pain. Un homme qui a connu le fond de la bestialité, traqué toute sa vie et qui cherche désespérément la rédemption. Et de l'autre, son némésis, Javert, l'inspecteur de police inflexible. Pour le comprendre, il faut connaître son origine. C'est la clé. Il est né en prison, d'un père galérien, d'une mère diseuse de bonne aventure. Il vient du même monde que les criminels qu'il pourchasse. Et il a passé toute sa vie à haïr ça, à vouloir s'en extraire. Exactement. Il voue une haine à ses propres origines. Pour lui, la société est simple. Ceux qui la protègent et ceux qui l'attaquent. La loi est absolue, divine. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un psychorigide. Il est incapable de voir le monde autrement qu'en noir et blanc. Un criminel reste un criminel. La rédemption, ça n'existe pas. Et Valjean, l'ex-forçat devenu un saint, est l'incarnation de tout ce qu'il méprise, l'anomalie vivante qu'il doit écraser. Ce qui est fascinant, c'est qu'Hugo les construit en miroir inversé. Les deux faces d'une même pièce. Valjean est passé de la bête à l'homme grâce à un acte de charité. Il a été sauvé par la grâce. Javert, lui, le gardien de la loi, est sans cesse comparé à un animal luttant, un molosse, un tigre. Il n'a même pas de prénom, c'est juste Javert. Une fonction. Il y a cette expression incroyable qu'Hugo utilise pour Valjean au début, après sa rencontre avec l'évêque. Il parle d'une tempête sous un crâne, un combat intérieur terrible qui le transforme. C'est là qu'il choisit le bien. Eh bien, Javert va connaître exactement la même chose. Cette même tempête sous son propre crâne. Mais lui, ce sera à la toute fin. Après un événement sur cette barricade, un acte de Valjean qui va faire voler en éclats toutes ses certitudes. Et l'issue de cette tempête ne sera pas la même pour les deux. Pas du tout. Pour Valjean, la tempête est une naissance. Pour Javert, c'est une destruction. Mais sur la barricade, il n'y a pas que ce duel. C'est tout un monde qui s'agite. Il y a d'autres misérables. Il y a Marius, par exemple, le jeune bourgeois idéaliste, un peu naïf, qui rejoint les insurgés par conviction et par chagrin d'amour. Il représente cette jeunesse qui rêve de changer le monde. Et puis, il y a Gavroche. On ne peut pas parler des misérables sans parler de Gavroche. Impossible. Gavroche, c'est l'enfant de personne, et donc l'enfant de Paris. Hugo dit de lui qu'il est Paris étudié dans son atome. C'est l'esprit, la gouaille, le courage et la tragédie de cette ville. Il est le fils des Thénardier, mais ils l'ont jeté à la rue. Et la rue est devenue sa mère. Il est la joie au milieu de la misère. Il est la voix du peuple, sa lumière, et son sacrifice est l'un des moments les plus déchirants de toute la littérature. En ressuscitant cette insurrection, on sent bien qu'Hugo ne fait pas que raconter une histoire.
Il mène un combat. Un combat sur les mots, et donc sur le sens. Il refuse le mot « émeute », qui suggère un désordre illégitime. Et il martèle le mot « insurrection ». Pour lui, ce n'est pas une simple révolte, c'est un soulèvement légitime. Le droit contre le fait. C'est pour ça que la barricade est si importante. Ce n'est plus juste un tas de pavés. Quand l'assaut final est lancé sur cette construction, qui est à la fois un fait historique déplacé et une création de l'esprit, ce n'est plus une bataille pour une rue de Paris. C'est devenu le lieu symbolique où la loi absolue, la loi froide, incarnée par Javert, va se retrouver piégée, et où elle va se retrouver face à une miséricorde qu'elle ne peut pas comprendre, celle de Jean Valjean. Et c'est là que tout bascule. Le face-à-face ultime, ce n'est pas entre l'armée et les révoltés. C'est entre deux visions du monde, incarnées par ces deux hommes. La question qui reste, et qui hante bien après avoir refermé le livre, c'est celle-ci. Quand un homme qui a fondé toute sa vie sur la rigidité de la loi est forcé de regarder la grâce en face, une grâce qu'il juge impossible, que se passe-t-il? Est-ce que son monde se plie ou est-ce qu'il se brise? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.